Il nous faut maintenant, à ce stade de l'intervention, vérifier qu'il n'existe pas d'autres calculs au niveau du rein ou qu'il n'y a pas un fragment au moment de la fragmentation laser qui soit remonté au niveau du rein. Pour cela, il va falloir utiliser un troisième instrument après le cystoscope, l'urétéroscope rigide. Nous allons utiliser un urétéroscope dit souple qui va permettre d'aller jusqu'au niveau du rein et d'aller voyager dans toutes les cavités du rein pour vérifier l'absence de ces possibles calculs. Pour cela, nous allons avoir besoin de reprendre le guide de sécurité et sur ce guide de sécurité, nous allons faire monter un tube appelé gaine d'accès. Cette gaine va rester à l'extérieur mais va monter jusqu'en dessous du rein. Elle va permettre ensuite l'introduction de l'urétéroscope souple directement à l'intérieur de la gaine afin de visualiser les cavités du rein. Cette gaine d'accès est donc un outil indispensable, pas toujours nécessaire, mais régulièrement important. Elle est constituée de deux éléments, le tube en lui-même et son introducteur qui va permettre de faire glisser la gaine sur le fil. Cet introducteur a la particularité d'avoir deux sites distincts, deux canaux, un par lequel le guide va sortir, mais également un deuxième canal par lequel il est possible d'injecter du produit de contraste au moment de l'intervention. On appelle cet introducteur un cathéter double lumière. Le cathéter double lumière, qui fait donc office de mandrin introducteur de la gaine, va être monté sur le guide, mais en cas de besoin, il est possible d'injecter du produit de contraste par la deuxième entrée au moment du geste, afin d'avoir une injection de produit sans être obligé de retirer le guide qui lui est dans la deuxième lumière. La gaine d'accès, comme le fil guide, est dite hydrophile. Elle comporte un revêtement de surface qu'il va falloir activer avec l'utilisation de sérum physiologique, ce qu'on appelle la lubrification de la gaine. Le fait de lubrifier avec du sérum rend cette gaine extrêmement glissante, d'où son caractère hydrophile qui va pouvoir faciliter l'introduction dans le corps du patient. Il est nécessaire également de lubrifier l'intérieur de la gaine et de lubrifier les deux canaux d'injection, ce qui a aussi l'avantage de purger les canaux de l'air contenu à l'intérieur. Une fois que la gaine a été lubrifiée, elle va être introduite sur le guide. Pour cela, nous allons récupérer le guide de sécurité en le faisant sortir de son dévidoir et la gaine va pouvoir être introduite dans l'axe sur ce guide afin d'être positionnée à l'entrée du rein dans la partie supérieure de l'urtère. L'introduction de la gaine se fait donc par son extrémité. On peut voir que le guide fait issue par le canal central de l'introducteur. Le deuxième canal est toujours libre, ou pour injecter du produit de contraste, ou pour positionner un deuxième guide en cas de besoin. La gaine est avancée sur le guide et son positionnement va être contrôlé sous amplificateur de brillance, comme nous l'avons fait pour le cathéter urétéral ou le positionnement du guide dans les cavités rénales. Voilà. On voit ici sur la radio le guide dans la vessie qui monte au niveau du rein et on reconnaît le bassin de la patiente avec sa hanche droite. La gaine est donc poussée. Le positionnement de la gaine d'accès urétéral va se faire donc sur le guide et sous contrôle radiologique et on peut voir la partie distale, la bague radio-opaque de la gaine d'accès qui progresse et qui va donc être introduite dans sa totalité, c'est-à-dire les 35 cm sous le rein. On reconnaît le produit de contraste du rein. La gaine d'accès est donc positionnée juste à l'entrée du rein. Une fois que la gaine est positionnée à l'entrée des cavités du rein, le mandrin introducteur va être retiré. Nous aurions pu injecter du produit de contraste pour visualiser les cavités du rein, mais actuellement elles sont toujours visibles, donc pas nécessaire. On va donc fixer la gaine et retirer le mandrin introducteur en le faisant glisser sur le guide. On peut voir ici que le rein dilaté se vide par la gaine d'accès, ce qui confirme donc que l'on peut travailler grâce avec cette gaine d'accès à basse pression au niveau du rein.
le mandrin introducteur est retiré. Nous allons maintenant utiliser un urétéroscope dit souple. Il s'agit d'urétéroscopes constitués exclusivement de fibres optiques qui sont très malléables et qui vont permettre d'aller explorer l'ensemble des cavités du rein. Ces endoscopes sont équipés d'une déflexion que l'on peut manipuler avec le pouce de la main dominante, et l'activation de ce levier permet de commander la partie distale de l'endoscope qui va pouvoir s'incurver complètement dans un sens ou dans l'autre. Il est possible, en faisant bouger l'endoscope, en le faisant tourner dans sa main et en combinant avec la déflexion, de faire voyager l'urétéroscope dans toutes les directions de l'espace. La mise en place de l'urétéroscope souple dans les cavités du rein va répondre aux mêmes impératifs que pour les cathéters, c'est-à-dire qu'il va progresser, glisser sur le guide pour être amené dans le rein en passant dans la gaine d'accès. Pour cela, le guide va être lubrifié par du sérum physiologique et le guide va être introduit dans le canal opérateur de l'endoscope, comme nous l'avons fait précédemment avec le cathéter urétéral ou la gaine d'accès. On peut voir ici l'issue du guide par le canal opérateur de l'endoscope et l'endoscope qui est donc poussé sur le guide. L'endoscope glisse, donc le positionnement exact de l'urétéroscope souple sur le guide à travers la gaine se fait sous contrôle radiologique. On voit ici l'endoscope qui a glissé sur le guide qui est au niveau du rein. L'urétéroscope est actuellement dans le rein. Il faut retirer le guide afin de libérer le canal opérateur. Et comme pour l'urétéroscope rigide ou le cystoscope, il nous faut connecter de la lumière et l'irrigation. Et nous allons toujours utiliser cette tubulure spécifique d'irrigation pour urétéroscopie et également fixer le joint d'étanchéité dans l'axe du canal opérateur afin à nouveau de pouvoir introduire au besoin la fibre laser ou le panier en nitinol de 1,9 French. Enfin, la troisième connexion est la caméra pour à nouveau amener l'image sur les écrans de contrôle. La première image endoscopique du rein est régulièrement de mauvaise qualité en raison de la présence d'urine, de produits de contraste et un peu de sang. Il va falloir donc laver ces cavités rénales. Et pour ce faire, nous allons utiliser la petite pompe manuelle de la tubulure d'irrigation qui permet d'augmenter le flux d'irrigation au travers de l'urétéroscope et donc, petit à petit, de laver et d'éclaircir la vue endoscopique. Cette manœuvre peut prendre quelques minutes en fonction de l'état des cavités. Elle est une étape essentielle dans la technique d'urétéroscopie souple. La manipulation de l'endoscope dans les cavités du rein permet d'aller et d'explorer l'ensemble des cavités à la recherche des éventuels calculs qui auraient pu remonter dans le rein au moment du traitement au laser ou alors des calculs concomitants. Cette patiente ne présente pas de calculs résiduels au niveau de ses cavités piélo-calicielles. Nous allons donc retirer l'endoscope, vérifier l'urtère avant de mettre en place une sonde double J qui est un drain qui sera laissé en place quelques jours en post-opératoire. La gaine d'accès est retirée et glissée sur l'urétéroscope et l'urétéroscope va être retiré, ce qui permet donc de visualiser l'ensemble de l'urtère en partant du rein jusqu'au niveau de la vessie, l'urtère mesurant environ 30 cm. L'activation de la pompe manuelle permet d'ouvrir parfaitement l'urtère afin de visualiser toute la longueur de l'urtère, vérifier qu'il n'y a pas de calcul résiduel ou de fragments du rein jusqu'à la vessie. Voilà. On est actuellement dans la vessie, il n'y existe donc aucun calcul. Nous allons remettre en place l'endoscope pour repositionner le guide dans les cavités afin de positionner la sonde double J en fin d'intervention.